Moi, c'est ça ma question fondamentale, c'est-à-dire demain, pour caricaturer ma question et pour la simplifier par la même voie, demain, Poutine tombe, est-ce qu'il y a une coalition des forces d'opposition qui s'entend actuellement sur un programme commun de gouvernement au-delà des réformes institutionnelles? Parce que sinon, ça peut, quand bien même il y aurait une fenêtre de tir, ça ne se fera pas, par définition. Vous voyez ma... Donc je ne sais pas à qui particulièrement sur cette question, disons à la cantonade. В этом-то, понимаете, дело в том, что оппозиция у нас сейчас представляет, так сказать, товарищей по несчастью, если так можно выразиться. Je vais traduire. Vous savez que l'opposition en Russie en ce moment représente un rassemblement des gens qui se trouvent dans le malheur commun. То есть это очень разные политические силы, которых объединяет только одно. Они все были исключены из политической системы. Ce sont des acteurs politiques très très différents qui sont réunis par une seule chose, c'est qu'ils sont tous exclus du système politique. Они не могли баллотироваться в законодательные органы власти, не говоря уж о том, чтобы быть избранными в эти органы. Ils ne pouvaient pas se présenter pour les élections dans les institutions politiques sans parler d'être élus dans ces institutions. Вот по своим взглядам они очень различны. Среди них есть и либералы, и левые, и националисты. Ils sont très différents du point de vue de leur opinion politique. Il y a des nationalistes, il y a des libéraux, il y a des gens de gauche. Это одно разделение, которое общеизвестно, и когда сейчас формировался Координационный совет, пришлось даже вводить специальные квоты для представителей разных идеологий. C'est une distinction, et quand il y avait récemment une formation d'un conseil de coordination de l'opposition, il fallut d'introduire des quotas pour ce genre de forces de politique. Но при этом есть еще одно разделение на радикальных и умеренных. Причем часть либералов ближе к националистам и к левым, чем другая часть либералов. То есть либералы не могут найти общий язык между собой. Mais il existe aussi une autre distinction. On voit ceux qui sont plus ou moins modérés et ceux qui sont plus radicaux. Donc parmi les libéraux, il y en a ceux qui sont vraiment plus radicaux. Из-за этого происходят внутренние конфликты, причем сейчас основные конфликты именно внутри либеральной части оппозиции, между умеренными либералами и радикальными либералами. Pour cette raison, il y en a des conflits en ce moment dans l'opposition, parce que parmi les libéraux, il y a des conflits entre les libéraux plus ou moins radicaux et ceux qui sont modérés. Еще один важный фактор. Практически никто из оппозиции не имеет опыта государственного управления. Un autre facteur important, c'est qu'il n'y a personne dans l'opposition qui pourrait dire qu'il a l'expérience dans la politique. Просто потому, что они были исключены из политики и не имели возможности как-то себя проявить на государственном службе. Cela se passe parce qu'ils étaient exclus du système politique, ils n'avaient pas d'opportunité de se présenter ou d'être mis à l'épreuve par leur travail dans le système politique. Кроме того, только считанные представители оппозиции имеют опыт работы в законодательных органах власти. En plus, il y a juste certaines personnes qu'on peut compter sur le doigt qui ont l'expérience de travail dans des institutions législatives. Поэтому, если мы говорим о том, что может произойти, если существующий в России персоналистский режим начнет разваливаться, то вряд ли речь может идти о переходе власти в руки Координационного совета оппозиции или другого подобного органа. Pour cette raison, je peux dire que si
le régime actuel en Russie qui se base sur la personne de Vladimir Poutine sera en voie de disparition. On ne pourra pas parler de cette transition du pouvoir du régime de Poutine vers le Conseil de coordination de l'opposition. Si je peux ajouter un petit point, Olga, je pense que c'est intéressant la façon dont vous formulez la question qui est typique de chez nous. C'est-à-dire on voit un système et on se dit au fond qu'est-ce qui peut remplacer, qu'est-ce qui peut venir en... Alors, bien entendu, là, on étudie un pays où tout est fait pour que personne ne puisse justement occuper le... C'est pas sûr, si je peux me permettre, oui. Ce n'est pas sur la praticité du fait d'arriver au pouvoir que je non, mais bien d'accord. Non, mais C'est sur l'élément de disqualification auprès des gens qui pourraient être éventuellement tentés par le fait de soutenir l'opposition, quant au fait qu'il n'y a pas nécessairement de clarté sur un programme en cas d'alternance. J'ai bien compris la question et je crois Alexis aussi là aussi. Mais il faut simplement rappeler qu'en Russie, on est donc dans un pays où il n'y a pas eu de vie politique pendant plus de 10 ans, où il y a eu 2 guerres en Tchétchénie. Il faut juste rappeler, voilà, c'est une autre planète. Hein, c'est une autre planète. Et Poutine a été très frappé par la révolution orange en Ukraine à l'automne 2004. Parce que justement, il a vu là que son ancien Premier ministre, et d'ailleurs aussi ancien gouverneur de la Banque centrale, Viktor Yushchenko, et une ancienne ministre aussi, Yulia Tymoshenko, appartenaient à l'establishment et pouvaient proposer cette fameuse alternative. On ne veut plus de Kouchma, c'est trop corrompu, on veut autre chose, et on a une équipe, donc Yushchenko. Et c'est intéressant de voir que c'est justement à ce moment-là, en 2004, que Poutine, enfin ça avait d'ailleurs déjà commencé un tout petit peu avant, mais il va accélérer le mouvement après sa grande frayeur de la révolution orange en Ukraine, qui lui a fait vraiment très peur, c'était d'éliminer tous ceux qui pouvaient justement être crédibles, comme Mikhail Kasyanov, hein, et un certain nombre d'autres. Donc, pour Poutine, à partir de 2004, pour rester au pouvoir, il est essentiel d'éviter qu'aucune tête ne dépasse. C'est-à-dire, donc, on est vraiment dans cette situation et le régime a évolué. La façon dont le pays est gouverné est profondément marquée depuis 2004 par cette priorité de Poutine d'éliminer toute possible rotation, hein, comme on dit en russe, rotas, cadre. Et vous voyez à quel point ça a gelé la situation. C'est-à-dire à quel point, ce que disent souvent nos amis russes, c'est le gouvernement des médiocres. Puisque même quand il a fallu mettre Dmitri Medvedev jusqu'à la présidence pour garder le poste pour Poutine, il a fallu que Medvedev ait un profil moyen. Il ne fallait surtout pas qu'il dépasse de par sa capacité de proposer, etc. Donc, votre question elle est extrêmement importante. De montrer là la spécificité du problème politique russe aujourd'hui par rapport, par exemple, à l'Ukraine en 2002, 2003, 2004. C'est pour ça qu'il faut probablement voir le problème autrement et se dire qu'on a un système hyper personnalisé, comme le disait Alexei, qui ne peut pas se renouveler. Parce que quand un système est devenu aussi personnalisé, il est très difficile de remplacer le chef par un autre. C'est-à-dire qu'on est dans une hyper-personnalisation qui fait que garder le système Poutine sans Poutine devient de plus en plus compliqué. Or, la majorité des élites et encore une petite majorité de la population souhaiterait garder le système tel qu'il existe.
mais comprennent bien que Poutine va bien et d'une certaine manière usé et qu'il ne fait plus au sein des élites, Poutine n'est plus le grand champion. Il devient un peu un problème. Hein. Donc, mais il voit bien que dans une telle personnalisation, retirer un homme pour en mettre un autre, c'est tout à fait impossible. Donc, du point de vue de l'opposition, des oppositions, c'est-à-dire de tous les Russes qui comprennent que ça va droit dans le mur et qu'il faut commencer à bâtir autre chose. Et puis surtout, expliquer à la population que quelque chose d'autre est possible. Будет что-то другое. Il y aura quelque chose d'autre un jour. C'est même pas voilà. Pour ces oppositions, je crois que la route a été très difficile. Moi, ça m'a frappé parce que la semaine dernière, j'étais à Londres avec plusieurs opposants, notamment Ksenia Sobchak, cette conférence. Et c'était très intéressant parce que ces opposants sont tout le temps confrontés à cette question, au fond. Mais vous n'êtes pas crédible, vous n'avez jamais été dans les institutions, vous ne pouvez donc pas remplacer le système Poutine, donc vous n'êtes rien. Et donc c'est le vide. Et au fond, la force peut-être justement de ces nouveaux opposants, qui sont presque tous jeunes, c'est justement qu'ils n'ont jamais trempé dans les systèmes, qui ne sont plus des institutions, mais qui sont des réseaux, qui sont des clans. Être à la Douma ou ne pas être à la Douma, ça n'a strictement aucune importance puisque la Douma ne peut rien faire. Donc, le fait qu'il n'ait jamais été dans ces institutions qui sont vidées de leur sens, qu'il n'ait jamais non plus travaillé dans des réseaux qui sont clientélistes et qui, pour beaucoup, sont de plus en plus corrompus. C'est au contraire peut-être une force, à partir du moment où on regarde le problème autrement. Et enfin, le fait que cette opposition soit très diverse. C'est-à-dire que des démocrates puissent parler à des nationalistes, puissent parler à des anciens communistes, toujours très socialistes, etc., et qu'ils réussissent à parler depuis un an, à négocier, à faire un conseil de coordination qui se fait élire par Internet, c'est une avancée extraordinaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est de retrouver cette capacité de discussion, de négociation, tout ce que précisément le régime Poutine et avant lui le régime Yeltsin avait déjà cassé. C'est-à-dire, on disait aux gens, vous n'allez pas discuter entre vous. Vous êtes au fond otage de notre système. Donc je dirais que la diversité, elle est un passage obligé et j'y vois plutôt une force. Puisque de toute façon, c'est un processus qui va prendre des années. On est clair que personne ne sent prêt à faire la révolution ou un coup d'État, donc on est plutôt parti sur un processus assez long. Je crois que tout le monde se prépare à un processus assez long, et donc on est plus, je dirais, dans cette bataille longue, et où les opposants commencent à comprendre au fond que leurs armes vont être différentes de celles du pouvoir actuel. Et que donc il ne faut pas faire comme s'il pouvait être un Poutine 2 un peu plus libéral ou un peu plus démocrate. Et on l'a bien vu, l'exemple de Medvedev. Quand Medvedev a voulu commencer à exister, et peut-être pouvoir devenir un vrai président en se faisant élire une deuxième fois, il a proposé au fond un peu un modèle de poutinisme mou, ou de poutinisme à visage humain, comme on disait pour Dubček en 1968. On a vu que le système ne l'a pas laissé faire. Hein. Parce que, voilà, donc, je pense que ce sera intéressant d'avoir aussi votre point de vue. Et je pense qu'on va laisser la place à Nicolas. Je vais juste dire quelques mots pour compléter la réponse. Je vous demande, Alexis et Nicolas, d'être plus court, parce qu'il y a aussi d'autres questions dans la salle. Je suis beaucoup moins autorisé sur le sujet, qui me suis focalisé sur la période avant le 12 décembre 1993, mais simplement, ce qui me fascine avec l'opposition russe, c'est ça qui était intéressant, ce qu'a dit Marie Mandras, c'est
la dichotomie entre l'opposition historique, officielle quelque part, et cette nouvelle opposition institutionnelle, et cette nouvelle opposition, ces nouveaux opposants qui utilisent différentes formes, de nouvelles formes d'engagement de militantisme. C'est quand vous regardez les élections législatives de 93 et les élections donc du 12 décembre, le jour de la Constitution, et les élections présidentielles de mars 2012, les deux grands constants opposants officiels, institutionnels, constants depuis donc quasiment 20 ans, c'est Zyuganov et Zhirinovsky. Et ça me semble tout à fait significatif. C'est-à-dire, voilà, les seuls à avoir été là tout le temps, sauf quelques disparitions pendant quelques élections, mais globalement, ceux qui ont été là tout le temps, c'est ces deux-là. Donc finalement, des clowns. Des clowns, et c'est facile d'être le seul recours quand on a laissé émerger, et entretenu et stipendié autour de soi, simplement des clowns. Il y a une phrase, quand je pense à eux, à ces deux-là notamment, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, une phrase de Mayakovsky, qui disait il craignait, je ne parlais pas d'eux évidemment, hein, vous l'imaginez, ils craignaient tant de paraître flagorneurs qu'ils injuriaient leur maître. Peut-être à tort, mais c'est un peu le sentiment que j'ai quand je pense à Zyuganov et Zhirinovsky, donc l'opposition officielle, institutionnelle de la Russie depuis 20 ans. Знаете, здесь есть еще один очень важный момент, если мы переходим к концу 80-х годов. Il y a encore un moment important si on va parler de la fin des années 80. Если мы вспомнили про Украину. Et si on s'en souvient de l'Ukraine. Политика на постсоветском пространстве чрезвычайно персонализирована. Tout le jeu politique sur l'espace post-soviétique est très fortement personnalisé. И сейчас у оппозиции спрашивают, кто ваша альтернатива, кого вы предложите вместо нынешнего президента. Et maintenant, les gens de l'opposition reçoivent la question tout le temps, qui est votre leader, qui est celui que vous voulez imposer à la place de président. Причем опыт конца 80-х годов свидетельствует о том, что альтернатива может появиться изнутри режима. Et l'expérience qu'on a depuis les années 80 nous témoigne que le leader peut apparaître du régime lui-même. И об этом же свидетельствует опыт Украины. Если мы вспомним, то Ющенко был главой правительства одно время при Кучме. La même chose pour l'expérience de l'Ukraine, où on se souvient que Ющенко était dans le système de gouvernement de Кучма. Значит, что мы видим сейчас с оппозицией? Qu'est-ce qu'on voit maintenant avec l'opposition? Она объединена в рамках антиавторитарного консенсуса. Elle est unie grâce à un consensus anti-autoritaire. И этот антиавторитарный консенсус предусматривает коллективное руководство. Et ce consensus, il prévoit la direction collective. То есть в Координационном совете, только что избранном, не может быть председателя. Alors dans le conseil de coordination, il ne peut pas avoir un président. И это один момент. То есть опыт Ельцина современная оппозиция рассматривает как однозначно отрицательный. C'est un moment, l'expérience de Yeltsin, les gens de l'opposition d'aujourd'hui, ils le perçoivent comme l'expérience très négative, pas réussie. И она не хочет объединяться вокруг какой-либо фигуры, которую она, возможно, когда-нибудь проведет в президента, и которая сразу же забудет о тех, кому она обязана своим продвижением. Et les gens de l'opposition russe ne veulent pas se réunir autour d'une personne qui sera nommée leader et qui ensuite va les oublier. Но вот здесь возникает одно из главных противоречий. Россияне хотят, чтобы им назвали имя главы оппозиции. Оппозиция сознательно не собирается этого делать. C'est ici où on voit la contradiction principale. Les citoyens russes demandent le nom de leader potentiel de l'opposition, quand l'opposition elle ne veut pas le nommer.
А кроме того, в самое последнее время происходит еще один очень интересный процесс. En plus, il y a un autre procès très intéressant qui apparaît dernièrement. Происходит все более серьезное